Bonjour, merci d'être là. Avant de commencer ce livre en scène, on voulait vous dire qu'on est heureux de vous accueillir et vous rappeler les prochains événements que nous organisons pour le festival ce soir et demain. Donc après la conférence à 19h30, nous proposons une autre conférence sur les famines soviétiques des années 1930, toujours dans cette même salle en U300. Et ensuite, on vous retrouve dès demain matin à 9h30 avec une visite guidée du réfectorio pour celles et ceux que ça intéresse. Si la découverte de cette bande dessinée... si je ne m'entends plus. Si la découverte de cette bande dessinée vous intéresse aussi, nous vous invitons à une rencontre de son autrice vendredi à 12h15 au musée d'ethnographie. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue pour cette rencontre avec Aurélia Orita. J'ai le plaisir de la rencontrer aujourd'hui. Cet événement, ça va être une conversation dessinée entre nous deux, avec deux temps un petit peu décalés, celui du dessin qui va des fois un petit peu plus lentement que celui des mots. Et puis on laissera un petit peu de temps pour vos questions si vous le souhaitez. Et puis préciser que suite à cette rencontre, des dédicaces seront faites en haut à la librairie. Je vais vous présenter rapidement et puis après on entrera dans le vif de cet ouvrage, La vie gourmande, que vous présentez ce soir. Donc vous êtes autrice de bande dessinée, active dans l'édition française depuis le début des années 2000 et vos récits autobiographiques, ancrés dans un récit personnel, intime, qui s'appelle Fraises et chocolat, vous a amené une reconnaissance très importante autour de 2006. Vous avez vécu quelques années au Japon et vous retracez votre expérience de ce pays d'adoption dans l'album Je ne verrai pas Okinawa, qui date de 2008. Vous collaborez ensuite avec Benoît Peeters, qui est le célèbre scénariste des Cités Obscures. Il est très reconnu, passionné à la fois de bande dessinée et de gastronomie, et c'est lui, je crois, qui va vous ouvrir les portes de grands restaurants français, vous amener dans leurs coulisses pour dessiner son autobiographie en lien avec la gastronomie. C'est de nouveau cette thématique qui va habiter La vie gourmande, qui paraît l'année dernière chez Casterman. Cet album, on peut le dire, c'est votre 10e album en 20 ans de carrière, donc un rythme de création et de narration qui est vraiment à reconnaître et à saluer. Et il a reçu le prix Wolinski en 2022, ce dont vous êtes heureuse. Vous avez repris, je crois récemment, des études d'ethnologie, et vous allez parler de ça demain au MEG, comme ça a été annoncé. Donc parfois vous dessinez les récits des autres, comme celui de Benoît Peeters, et parfois souvent vous entrez dans votre propre autobiographie pour proposer aux lecteurs et aux lectrices des récits qui sont à la fois généreux, intimistes, qui font briller de nombreuses facettes de votre appréhension du monde. Et ici, on va rencontrer à la fois des amitiés très fortes, des relations sentimentales, des rencontres professionnelles, aussi des soignants, puisque vous parlez d'un épisode de maladie qui traverse votre vie. Je fais une petite citation pour entrer dans cette vie gourmande, cet album. J'ai été frappée par cet équilibre fragile entre des saveurs très contrastées. Cela crée des associations gustatives uniques et difficiles à décrire de manière synthétique, sinon par une image. Donc c'est ça qui va nous rejoindre ce soir, c'est le récit en images et la manière de retracer la nourriture dans vos livres. Peut-être on passe aux images et puis je poursuis un tout petit peu d'intro, puis après je vous adresse des questions. Si on peut mettre l'image. Merci. Donc cette vie gourmande, juste pour l'introduire très rapidement, c'est une autobiographie qui va se dérouler sur une année de vie et qui va mettre en évidence plusieurs thématiques, notamment la nourriture du quotidien, mais aussi celle de la gastronomie française d'un grand restaurant qui est celui de Pierre Gagnère, et puis un moment de rupture dans votre vie qui est un diagnostic de cancer qui vous a atteinte et le suivi des traitements qui va aboutir à une guérison et un épilogue heureux, amical et gastronomique. Donc les thèmes que vous proposez dans ce livre, ils sont assez nombreux. On ne va pas pouvoir tous les évoquer ensemble, mais on a décidé, en préparant cette rencontre, de s'attarder sur deux grands thèmes. Et le premier, on l'a appelé Cuisine et mémoire pour aller avec le thème du festival et puis entrer dans cet aspect un petit peu historique. Avec ce prologue, donc je vous lance là-dessus. Ma grand-mère est morte dans la nuit du jeudi au vendredi 19 octobre 2018. Elle avait laissé des recettes. J'avais commencé à noter quelques-unes de ces recettes, mais d'autres sont perdues à jamais. Donc si vous êtes d'accord de nous emmener dans cette cuisine de grand-mère et dans cette mémoire héritée d'elle. Oui, alors
Donc, bonsoir, merci au Festival Histoire et Cité de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être à Genève c'est la première fois. Je suis allée plusieurs fois à Lausanne au Festival BD Film, mais là c'est la première fois que je viens à Genève. Et donc oui, on peut. C'est vrai que La Vie gourmande, donc c'est mon 10e album et il y a énormément de thématiques, mais effectivement, il y a celle de la mémoire. Et là, c'est le prologue dont Myriana parlait. C'est comme ça que La Vie gourmande s'ouvre, par le décès inattendu de ma grand-mère à l'âge de 80 ans. Donc voilà, ça commence un peu comme ça. Moi, je suis d'origine sino-khmer, donc on a un fond bouddhiste, mais aussi culte des ancêtres. Et une chose intéressante qui rejoint le thème de la gastronomie, c'est qu'on fait souvent des offrandes aux anciens, aux défunts. Et la manière, voilà, là vous voyez par exemple ce qu'on met sur une table, et on brûle de l'encens, et on se dit que la fumée de l'encens, c'est ce qui va apporter à manger aux ancêtres. Et après, évidemment, parce qu'on n'aime pas le gaspillage, on va manger ce qu'il y a sur la table. Mais voilà. Et donc, La Vie gourmande s'ouvre sur ce décès inattendu. Je ne sais pas comment parler de... Je me disais qu'il y avait toute cette transmission d'un héritage, que vous aviez évoqué la question de l'exil, que la nourriture, les recettes et les aliments liés à nos origines, ça peut être une maison dans le nouveau pays qu'on adopte, ce qui a été le cas de vos grands-parents. Donc peut-être ça peut être une piste. Vous m'entendez ou pas? Ce qui est, en fait, je vais quand même terminer. Je vais raconter le prologue. C'est que le jour de la mort de ma grand-mère, la veille, elle avait préparé un pot-au-feu parce qu'elle devait recevoir mon frère et ma cousine. Et alors qu'on était en train de veiller le corps, tout à coup, il y a ma tante qui arrive avec un pot-au-feu fumant. Et c'est seulement au bout de quelques instants qu'on se rend compte que c'est ma grand-mère qui l'a préparé, et que finalement c'est le dernier plat qu'elle aura fait avant de mourir. Et ce que vous dites par rapport aux traditions, c'est intéressant parce que finalement c'est un plat français, enfin en tout cas européen. Et ça signe aussi son histoire personnelle, parce qu'elle a vécu les Khmers rouges, et elle est arrivée en France en tant que réfugiée, et ça faisait 40 ans qu'elle avait... Sinon, s'il y a des problèmes, je peux peut-être, comme on n'est pas très nombreux, je peux aussi parler sans micro, je ne sais pas. Ah non, mais c'est pour la captation. Et donc, mais je ne parle pas que de ça. Mais je parle aussi voilà, en fait, La Vie gourmande se construit par flashback, et notamment un peu comme des Madeleines de Proust. Par exemple, là, ça se passe dans les cuisines de Pierre Gagnère, et il peut y avoir une brioche chinoise que l'héroïne goûte et qui va lui rappeler les brioches chinoises qu'elle mangeait petite avec sa grand-mère à côté dans la voiture au retour des courses dans le grand supermarché asiatique de Paris. Voilà. Et du coup, est-ce que ces recettes familiales héritées, on peut les considérer comme des archives privées, comme des trésors qu'il faudrait à tout prix sauvegarder ? Oui, alors c'est vrai que finalement, il y a quelque chose qu'on dit souvent, je ne sais pas si c'est attesté, mais le proverbe africain qui dit que quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense que quand une grand-mère meurt, c'est aussi un livre de recettes qui s'évapore. Et moi, j'avais commencé à noter quelques recettes de ma grand-mère, mais bon... Malheureusement, elle est partie trop tôt. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'encouragerais les personnes à faire, d'aller voir leur grand-mère un dimanche, et puis lui demander ses recettes, et puis après manger. Mais je pense qu'il y a vraiment cette histoire de transmission, c'est quelque chose qui se perd beaucoup, quoi. Et cette grand-mère, elle transmet à la fois des recettes, une attention aux ingrédients et toute une tradition qu'elle a emmenée avec elle. Dans ce livre, il y a toutes sortes de gens qui cuisinent pour les autres. Oui. Qui vous font découvrir des ingrédients, des plats cuisinés, de la chose la plus simple et la plus vite cuisinée aux repas les plus extraordinaires et les plus gastronomiques. Peut-être vous pouvez évoquer avec nous toutes ces rencontres, en fait, tous ces partages qui réunissent les personnages. Oui, parce que la cuisine, moi, si je m'intéresse à la cuisine, c'est parce que c'est pas pour c'est bien sûr pour les aliments, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour. Parce que
c'est la personne qui l'a préparé, c'est dans quelles conditions on nous l'a préparé. Et c'est pour ça, là je termine mon... Il y a 100 pages sur les cuisines de Gagnères, parce que donc, chronologiquement, il y a eu le décès de ma grand-mère, et puis 4 jours après, j'étais en immersion dans les cuisines de Gagnères. Et le fait de... Moi, je ne connaissais pas du tout cet univers de la grande gastronomie. Et le fait d'être resté 6 semaines au plus près, presque dans l'intimité des cuisines, c'était un peu comme si j'étais à la maison. C'est pour ça que je termine ce passage par j'étais comme à la maison chez Gagnères, et ça m'a un peu consolée de la perte de ma grand-mère. Ce qu'on voit dans vos pages, et peut-être qu'on le verra quand vous commencerez à dessiner, c'est que tout ce qui est de la narration descriptive, de retracer ce qui s'est passé, c'est plutôt en noir et blanc, et puis que la couleur apparaît pour dire à la fois les aliments, les goûts, les saveurs, les vapeurs, aussi des moments d'imaginaire et de souvenir, et qu'il y a ce double discours dessiné, et ces deux manières d'amener le récit, à la fois par le noir et blanc et par la couleur. Oui, alors tout ce qui est en couleur, c'est la nourriture. Alors même s'il y a des flashbacks, le temps de l'histoire et le temps des flashbacks est dans le noir et blanc, ce qui différencie vraiment, c'est la nourriture, parce que pour moi, c'était impossible de dessiner des plats en noir et blanc. On perd toute la saveur. Et du coup, effectivement, il y a une double narration. On peut aussi lire tout le livre rien qu'en regardant ce qui est en couleur. Bon, il y a quelques exceptions, mais voilà, par exemple, là... c'est que des plats italiens. Là, c'est des banh mi. Donc, voilà. Là, c'est la description d'une révélation culinaire que j'ai eue au Japon en mangeant des sushis à l'oursin. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de représenter la vague de goût qui m'a emportée. Voilà. Et je file la métaphore ensuite dans les pages suivantes. Mais il y a vraiment qu'une double narration, effectivement. Et est-ce que cette découverte culinaire au Japon, c'est un très grand déclencheur d'intérêt dans votre vie, ou cet intérêt pour les goûts et les différences de goût a toujours habité votre plaisir de manger? Je pense que ça a été un peu en dents de scie, parce que effectivement, c'est ma grand-mère qui m'a donné le goût, mais après je l'ai perdu parce que quand on est ado, on aime bien les fast-food. C'est ce que je raconte d'ailleurs. Donc j'étais un peu dans la junk food à un moment, et c'est vraiment, j'ai vécu 3 ans au Japon. C'est vraiment quand je suis allée au Japon que j'ai repris goût au goût. Et surtout là-bas, alors la vie est chère là-bas, mais tout ce qui est nourriture, on peut toujours se débrouiller pour manger pas cher, des choses fraîches, un peu comme en Italie, dans les trattoria, où finalement il y a un très bon niveau de base dans la société. Et donc là, tout ce que j'ai mis là, c'est des plats assez populaires finalement. Peut-être à part le hoba miso, qui est un peu plus élaboré. Mais sinon, c'est des choses qu'on mange vraiment communément, mais qui n'ont pas traversé les océans, parce qu'en Occident, on a surtout les sushis, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est ce que je voulais montrer aussi. Oui, en fait, toute la partie sur le Japon, il y a beaucoup de couleurs, parce que... Voilà. Ça va dans la continuité de cette explosion de couleurs. Et vous m'avez expliqué que la mémoire du goût, c'est une mémoire qui perdure très longtemps dans l'esprit, dans la psyché, et qu'on peut avoir, c'est bien ce que raconte la Madeleine de Proust, une réminiscence jusqu'à très tard dans sa vie, de goûts très anciens. En revanche, on peine à les dire, on oublie très vite. Comment raconter un goût? Oui, je ne sais pas si... Donc, on va faire un petit jeu dans cette salle. Enfin, c'est pas un quiz, mais est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez mangé ce midi? Certainement. Avant-hier, il y a une semaine, exactement à la même heure. Est-ce que vous savez ce que vous avez mangé? Donc, à moins d'avoir eu un repas exceptionnel, à moins d'avoir ou alors d'être au contraire dans une routine. Voilà, le jeudi, je mange des lasagnes. C'est très difficile, en fait, et ça m'a toujours fascinée. Mais je pense que c'est alors, je suis pas... j'ai pas étudié les neurones et compagnie, mais je pense qu'il y a un truc par rapport au cerveau reptilien. Les souvenirs liés aux émotions s'inscrivent directement, et on arrive moins
à formuler, à se rappeler dans notre mémoire consciente. Mais par contre, quand on regoute le même goût, paf, là, il y a tout de suite des émotions qui nous assaillent. Et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Si vous êtes d'accord, je lis un petit bout de l'épilogue du livre. On va le lire un peu dans le désordre, de manière à vous donner un peu de temps pour dessiner. Oui. C'est sûr que je ne peux pas répondre en dessin. Donc je ne suis pas comédienne, mais je me permets de lire. Et puis, juste pour situer, donc, on traverse cette année de vie dans laquelle on a déjà dit que vous avez été malade, dans laquelle vous avez dû entreprendre des traitements assez lourds, et dans laquelle les goûts ont changé en raison de cette situation de santé. Et puis quand la guérison arrive et que vous pouvez enfin vous en réjouir, vous allez fêter ça avec une amie très chère dans un grand restaurant qui est dans la campagne du Pas-de-Calais. Et puis là, vous passez de nombreuses pages dans cet épilogue à traverser ce repas très lentement, où vous dites que vous avez pris des notes très rapidement après le repas pour ne pas oublier justement ces goûts et leurs descriptions. Et puis, on va traverser avec vous d'abord les amuse-bouches, puis là, on est dans ce que vous appelez le corps du menu, où on va entrer finement dans les dessins et dans les mots, dans ce lien entre aliments et des herbes aromatiques. Donc, je commence un petit passage. Mauvaises herbes, dorades, 2 cylindres de concombre contenant des morceaux de pommes et de dorades crues, le tout recouvert de végétation, comme un terrain vague. Les mauvaises herbes sont indéchiffrables, leur goût est très délicat. Mes souvenirs d'anciens cours de botanique me permettent de distinguer des sommités fleuries d'ombellifères. On m'a appris à me méfier de cette famille où toutes les plantes se ressemblent. On croit manger de la carotte ou du cerfeuil sauvage, on meurt intoxiqué par de la ciguë. Pois gourmands, maquereaux poivrés. Des feuilles de capucine, comme des nénuphars miniatures, protègent 3 ravioles de maquereaux fumés. Ça et là, de fines tranches de pois gourmands apportent un peu de fraîcheur herbacée à ce mets, qui est le premier, un peu capiteux du repas. Ça monte en puissance. Cendres, cressons brûlés. La délicate odeur de brûlé arrive aux narines pour nous avertir que nous quittons le territoire sucré et ludique de l'enfance. Au fond de l'assiette, cendres et cressons sont liés en goût par la violence d'un chalumeau. Surplombant la scène, en équilibre sur le rebord, un bouquet de cressons amoureusement ligotés est à 2 doigts de tomber. On boit à ce moment-là un verre de Menneton Salon Morogue de 2017, qui nous donne soif en plus de la faim qui commençait à pointer. On a ensuite un interlude que vous dessinez rapidement, et puis on continue de traverser ces pages où vous dégustez avec votre ami un repas extraordinaire qui va continuer de se dérouler ici. Gâteau, épinards. On nous présente un gâteau entier avant de nous le couper en tranches. Pour moi, ce gâteau a 2 facettes, comme Janus. Le bas a un goût de boue et d'argile. Le haut m'évoque le matcha, comme si ça faisait appel au même ressort du palais. Arrive un poulet rôti, et ce poulet est une petite bille farineuse façon chamallow, contenant la quintessence d'un poulet à la peau bien grillée. Enfin, disons que je m'arrêterai là, parce que le menu n'est pas fini, rouget, pêche de vigne, des triangles de rouget grillés baignant dans une écume d'eau de mer reconstituée, des petits dés de pêche de vigne bien croquantes, le plat sent fort le poivre blanc. Donc on voit bien à quel point vous avez dû prendre note immédiatement pour pouvoir rester dans cette description qui est poétique par les images, mais aussi par les mots. Ouais. Et à quel point vous prenez plaisir dans ces pages à nous retracer ça. Et on imagine bien que si vous avez le plaisir de manger un baos très simple, votre vie n'est pas que faite de ces grands restaurants, mais que cette découverte a amené peut-être quelque chose d'une compréhension de la cuisine comme un des beaux-arts. Et là, c'est une question. Je n'ai pas une grande habitude de ces restaurants, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme ça ? Effectivement, moi, c'est grâce à mon précédent livre, donc Comme un chef, donc préfacé par Pierre Gagnard, que j'ai découvert la gastronomie, les restaurants étoilés. Moi, avant ça, déjà, ça coûte cher et surtout, j'avais peur de ne pas avoir les codes. Mais voilà, j'ai quand même
très vite, je me suis familiarisée avec ça. Et ce que j'ai découvert dans mes rencontres avec ces grands chefs, donc Pierre Gagnère, Alexandre Gauthier, donc, le chef de la Grenouillère, le restaurant du Pas-de-Calais, là, à qui je dédie cette dédicace. Alexandre Mazia aussi à Marseille, qui a eu sa 3e étoile il y a 1 an et demi, 2 ans. Enfin, et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'à un certain niveau, en fait, toute cette nourriture que j'ai mangée, ça reflétait vraiment la personnalité du chef. Voilà, il y a des chefs qui, par exemple, Pierre Gagnère, il aime bien construire des goûts avec des ingrédients déjà existants. Et ça, c'est très frappant dans ce qu'il fait. On a l'impression d'avoir jamais mangé ça, mais il n'utilise que des ingrédients très naturels. Voilà. Il n'est pas non plus dans la cuisine chimique moléculaire, que je connais assez mal d'ailleurs, mais voilà, ça c'est son truc. Alexandre Mazia, je me souviens qu'il utilisait, comme il avait vécu en Afrique, voilà, parce qu'en fait, leur cuisine retranscrit aussi leur vie et leur vécu. Donc Alexandre Mazia, ancien basketteur, ce qui se voyait aussi dans sa manière de diriger son équipe. Et puis à un moment, il a passé, je me souviens très bien, j'ai pas pu le dessiner parce qu'il allait trop vite, mais il passait un siphon, comme s'il passait une balle de basket avec la main dans le dos, comme ça. Alexandre Gauthier, par exemple, il décrit sa cuisine comme poétique, sauvage et un peu brutale. Et c'est vrai, en fait, il y a quelque chose à la fois très délicat, mais en même temps, par exemple, j'y suis retournée il y a 1 mois pour un autre projet, et là, un de ses plats en ce moment qu'il fait à la Grenouillère, c'est du pigeon en pâte feuilletée. Et donc, je vais le dessiner sur une autre page, mais en gros, c'est ça. C'est un petit manchon recouvert de pâte feuilletée, comme ça. Et dedans, il y a une pâte de pigeon. Et voilà comment c'est présenté. Voilà. Donc c'est un pigeon en pâte. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le jeu de mots. Et donc il en présente comme ça, et c'est vraiment la surprise, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu brutal. Et il explique ça pour... Finalement, en tout cas pour les gens qui ne sont pas végétariens, les gens qui mangent de la viande, on a tendance à oublier le côté barbare, finalement, que c'est que de manger de la viande. Et il veut nous faire assumer notre part de barbarie. Et c'est pour ça qu'il nous présente des pigeons en pâte feuilletée. Mais là, je vais reprendre mon dessin poétique. Et oui, donc c'est ce que j'ai compris avec... à un certain niveau, il y a un truc... après, il faut toute une brigade. C'est pour ça que ça coûte aussi cher, en fait, parce que pour un plat, il faut 10 cuisiniers, en gros. Mais en tout cas, ça permet de faire des choses uniques, quoi, et qui ressemblent. Et donc, c'est pour ça que je me dis que, oui, la cuisine est un art, tout simplement. Et est-ce que c'est autant un art quand c'est un art plus simple et plus quotidien, ou est-ce que ce n'est un art que quand il y a justement une brigade, des savoir-faire, oui, des gestes extrêmement professionnels, raffinés? Non, récemment j'ai mangé dans un très bon... J'étais invitée à un festival à Grenoble, et c'était un restaurant normal avec un menu à 29 €, entrée-plat. Et à un moment je mange le plat et j'ai un truc, quoi. Je sens qu'il y a une espèce de cohérence dans le plat. C'était une truite, parce que la spécialité de Grenoble, c'est la truite. Et elle était un peu frite, elle était posée sur un lit de riz d'une noire, vous savez, le riz nero d'Italie, je crois. Et autour, il y avait du fenouil, émincé, légèrement, presque cru, une tuile de betterave, et aussi des pousses de pois gourmands. Vous connaissez peut-être le pois gourmand, mais les pousses, c'est plus difficile de s'en procurer. Et en fait, il y avait une correspondance entre le côté terreux de la truite et le côté terreux de la betterave, le côté un peu, âpre de la pousse de pois gourmand. Et en même temps, il y avait l'acidité du fenouil. Et ce plat représentait aussi le passage de l'hiver au printemps.
Parce que la betterave, c'est quand même plutôt un légume d'hiver, et le fenouil, ça commence au printemps. Donc ça racontait toute une histoire. Et voilà, c'était des ingrédients très, très simples. Je ne sais pas combien il était dans sa brigade, pas beaucoup, hein, pas 40 en tout cas. Mais je pense qu'on peut faire ça à tous les niveaux. Après, voilà, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps, il faut des ingrédients. Malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup de gens, du temps. Et bon, les ingrédients, voilà, il y a des très bons ingrédients qui sont pas chers. Ça dépend de ce qu'on fait aussi. Je pense que, par exemple, les légumes sont moins chers que la viande. Mais je pense que c'est juste une question d'attention, d'être à ce qu'on fait, d'être à ce qu'on est, de ne pas manger machinalement. Moi, je le fais, hein, je mange devant l'Internet, c'est horrible, mais quand on veut se donner la peine de partager un moment avec des gens, je pense qu'on peut, même une tomate mozzarella avec une feuille de basilic fraîchement cueillie, mais ça peut être un délice, quoi. Donc voilà, c'est pas l'apanage des grands, et heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment très injuste. Et là, je vais terminer mon dessin parce qu'il faut une chute. Donc là, je vous explique un peu parce que depuis quelques années, j'adore faire du dessin en direct et ça a complètement révolutionné ma manière de dessiner. Avant, j'allais direct au truc important. Et là, maintenant, j'essaye de ménager un peu le suspense, même si peut-être que vous aurez deviné comment ça se termine. Donc là, c'est la petite histoire de la petite libellule qui va à la grenouillère, qui est à ma tête, et voilà, qui se fait complètement happer. Voilà. Ça, c'est un exemple de dessin que je fais. Je fais des concerts dessinés comme ça. J'en ai fait avec la chanteuse Jeanne Chéral, dont je parle dans La Vie gourmande. Aussi avec un pianiste de jazz et de classique qui s'appelle Thomas Enco. Et c'est pareil, j'essaye de raconter une petite histoire en dessin et musique. Mais là, je peux le faire aussi comme ça. Voilà. Pour revenir aux ingrédients dont vous parliez à l'instant et que vous pouvez continuer à dessiner si vous le souhaitez, vous parlez aussi beaucoup des ingrédients bruts de base, d'aller au marché, d'aller quand vous êtes enfant avec votre grand-mère ou à ce moment-là en région parisienne, vous ne trouvez pas facilement les ingrédients qu'elle souhaite utiliser, donc ça, à chaque fois un voyage jusqu'au centre-ville pour avoir tout ce qu'il faut pour préparer les recettes de l'époque. Et là, je me permets de relire un petit moment comme ça, je vous laisse de l'espace de dessin, à propos de cette grand-mère qui était donc une fine cuisinière, comme vous dites. Normale, elle avait passé sa vie à cuisiner. Pour son mari, ses 7 enfants, ses 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Elle m'avait raconté que sous Pol Pot, dans les camps où il n'avait rien à manger, elle sortait la nuit pour aller voler des œufs de canne, des papayes vertes et même des petits poussins qu'elle étouffait entre ses doigts pour ne pas alerter les gardes. Elle priait le Bouddha de lui pardonner. C'est pour nourrir mes enfants. Et puis la guerre s'est terminée, et puis je suis née, et puis ma grand-mère est arrivée en France. J'avais 1 mois. Elle m'a gardée pendant les 3 premières années de ma vie. Elle m'a appris à trier les feuilles de menthe, à enlever le caca des crevettes et bien sûr à cuire le riz. C'est là que vous dites, j'avais commencé à noter quelques-unes de ces recettes, mais d'autres sont perdues à jamais. Vous pensez à son porc au caramel, à sa soupe aigre-douce de tomates, à sa soupe de langoustine bleue. Je ne peux pas tout dessiner au fur et à mesure. Je ne m'y attendais pas. Oui. Son crueng, je ne sais pas si crueng. Comment Crueng. Crueng, qui est un condiment à la citronnelle et au galanga, à son riz loc lac, mais une recette bien à elle, le bœuf haché, l'ail et le vinaigre en quantité déraisonnable, et pour adoucir le tout, du sucre et du glutamate. Tous ces ingrédients, toutes ces recettes vous reviennent au moment du décès de cette grand-mère. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez dépositaire ou héritière de poursuivre un petit peu cette mémoire culinaire? Que j'ai noté que 2 recettes d'elle, ça va être compliqué d'être dépositaire, enfin de refaire ces recettes, même si j'ai demandé un peu à mes tantes, parce que mes tantes aussi cuisinent. Moi, je cuisine, mais en fait, je cuisine surtout des plats occidentaux, parce que moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, et je sais pas, j'aurais pu faire des plats cambodgiens ou chinois, mais c'était comme si c'était le domaine de ma grand-mère, et donc je lui
voilà, je lui laissais. Mais maintenant, je le regrette. Mais bon, après, voilà, il y a aussi d'autres grand-mères cambodgiennes qui font les mêmes plats. Et puis là, je vis dans le 13e arrondissement de Paris, où il y a beaucoup de restaurants asiatiques. Et voilà, j'ai déjà mes restos favoris. Ouais. Mais en tout cas, en termes par rapport à la mémoire de ma grand-mère, je pense que le fait d'en avoir fait une bande dessinée, c'est un peu ma contribution, quoi. Enfin, comme ça, elle est quelque part. Enfin, surtout que dans nos cultures, on est incinéré. Bon après, et donc c'est comme finalement, ça lui donne un peu un espace concret où elle est dans mon livre. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je vais vous laisser un petit peu dans sa cuisine, un peu de temps. Continuer à parler, hein, moi ça me dérange pas. Je peux faire plusieurs choses en même temps. Vous évoquez aussi les commerçants, les marchands, le tripier qu'il y avait dans votre quartier, un maraîcher qui va être très jovial et sympathique et qui va beaucoup vous aider quand vous êtes dans ce temps de maladie et que vous sortez quand même faire vos courses. Et ça, cette source en fait directe d'aliments, de se dire je vais choisir là où je vais, j'ai besoin d'avoir un rapport direct avec les gens qui me vendent ce que j'achète. Est-ce que vous avez envie de nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, moi j'ai grandi surtout en banlieue parisienne. Après, j'ai vécu 3 ans dans un petit village rouge. Bon, c'est pas là où j'allais. Et donc, quand j'ai déménagé dans le 12e arrondissement de Paris, là j'ai commencé à aller au marché. Et ça coïncidait aussi avec le moment où j'apprenais à cuisiner. Parce que quoi, je dis que c'est un peu comme une blague dans le livre, mais mon ex cuisinait bien et quand on s'est séparés, il a fallu que je m'y mette, quoi, parce que je m'étais habituée à la bonne nourriture. Et donc j'ai commencé à m'y mettre et ça m'a aidé parce qu'au marché, les gens ont le temps de discuter. Et je me souviens d'avoir vraiment apprécié les plats de mon tripier. J'en avais 2 d'ailleurs au marché. Et je cuisinais des abats, alors des rognons, de la cervelle, enfin des trucs un peu clivants, mais moi j'aime bien ça. Et voilà, et ça, je pense que si j'avais pas acheté ça si j'avais pas été au marché, j'aurais jamais cuisiné de la joue de bœuf au miel de châtaigne et à la Jeanlin. Voilà. Donc c'est vraiment la rencontre et la recommandation Voilà. qui peuvent nous emmener vers des nouvelles choses. On va faire une petite pause musicale, un interlude qui va aussi vous permettre de continuer à dessiner. C'est une chanson que vous connaissez certainement et qui fait en fait le lien avec ce restaurant de Père des Gagnères. Donc on n'a pas vraiment détaillé, mais c'est un très grand restaurateur français qui a aujourd'hui une 12aine de restaurants en France et à l'étranger, qui a 3 étoiles Michelin, je crois que vous l'avez dit. Et il qui en a un 3 jour... et je crois qu'il en a 14 si on compte tous ces restaurants à travers le monde. 14 étoiles. Et Enfin, qui un jour plus, a été désigné meilleur cuisinier du monde ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit dans votre ouvrage, c'est que c'est quelqu'un aussi d'assez accessible et qui cherche à créer de la nostalgie à travers ses plats. Et un groupe qui s'appelle Aston Villa s'est emparé d'un de ses menus. Donc musique s'il vous plaît en régie pour vous laisser le temps de dessiner à nouveau.
Donc on a de plus en plus faim. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai chopé des ingrédients au passage, la religieuse. Donc c'est un menu de ce grand chef qui est dit par tous ces artistes. Et puis ça m'amène à cette deuxième thématique qu'on avait un petit peu délimitée ensemble, qui était d'entrer avec vous dans ce livre. On entre dans les coulisses de cette grande cuisine, qui n'est pas si grande en réalité, puisque c'est 45 mètres carrés dans laquelle vous avez dû trouver une petite place au milieu de tous ces artisans et artisanes. De savoir un petit peu quelles sont les coulisses de votre création, non pas les coulisses de la cuisine cette fois, mais quels sont les ingrédients que vous allez rassembler au fil de la construction de vos romans graphiques, celui-ci, les précédents, le prochain. On avait vu ensemble que vous nourrissiez à des sources très variées. Alors le dessin d'observation c'en est une, il est très présent dans ce livre, mais il y en a d'autres. Oui, pour moi, le dessin d'observation, c'est ce qui me permet de déjouer les automatismes qu'on peut avoir en faisant de la bande dessinée. Il faut savoir que la bande dessinée, c'est quelque chose de... Il faut être un peu taré pour faire de la bande dessinée, je crois. Je sais... Alors ça... Bon, Pourquoi ? Oui, alors, le fait de dessiner un personnage, il faut qu'il se ressemble sur plein de cases, toujours le même personnage, parce que ça, c'est un peu une condition de base de la bande dessinée. Dans des décors avec plein de trucs, il faut être réaliste. Donc du coup, à un moment, j'ai fait une espèce de théorie de psychopathologie de la bande dessinée. Il y a deux types de psychopathologie de la bande dessinée. Il y a les dépressifs et il y a les obsessionnels. Et je pense que ceux qui s'en sortent mieux, ceux qui tiennent sur la durée, c'est les obsessionnels. Donc vous en êtes une. Je pense, oui. On peut aussi être les deux, hein. Mais du coup, pour renouveler, voilà, pourquoi je disais ça. Ah oui, c'est marrant parce que quand je dessine, je suis un peu en écoute flottante, mais je réponds quand même à la question. Le dessin d'observation, n'est-ce pas ? Ça permet de laver mon regard et d'enlever les automatismes. À un moment, je discutais avec d'autres dessinateurs, alors je ne sais pas s'ils étaient obsessionnels ou dépressifs, mais on faisait des cours de modèles vivants ensemble, et ils ont dit oui, ben c'est super parce que quand on est, voilà, moi j'ai dessiné deux corps de mémoire, mais quand on dessine des choses de mémoire, on a tendance à dessiner un peu toujours la même chose, alors que quand on se retrouve à faire du modèle vivant, là on voit un modèle, qui change toujours, une personne humaine, un instant T. Et on le dessine sous toutes les coutures, ou on la dessine sous toutes les coutures. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Je me suis mise au reportage. Ah oui, parce que j'ai surtout fait de l'autobiographie en bande dessinée. Mais voilà, j'ai commencé par... là, c'est une autobiographie. Mais à un moment, à force en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de ma vie, mais c'est parce que je trouve que la vie, c'est la meilleure des scénaristes. Et donc, je fais beaucoup de ce qu'on appelle la BD du réel. Et donc, à un moment, je me suis mise à la BD de reportage. Et là, par exemple, à Grenoble, où j'étais cette semaine, on m'a invité à croquer des cuisines. Alors, cette fois, c'est complètement à l'inverse des cuisines étoilées. C'est une association... je crois, sous le parrainage de la Fondation Abbé Pierre, ou en tout cas voilà, caritatif, qui propose des ateliers de réinsertion par la cuisine. Et donc, qui s'adresse à des personnes en situation de grande vulnérabilité sociale. Et je peux vous montrer les dessins parce que c'est le carnet que j'ai utilisé lors de cette rencontre. Donc là, c'est Hakim, qui est le bénévole qui chapeaute tout ça, qui adore la cuisine. Et il m'a invité donc hier, oui, c'était mercredi. Alors non, ça c'était mardi, c'était parce que cette association fait aussi de la distribution alimentaire. Là, c'était sur le parvis de la gare de Grenoble. Et donc il y a 7 associations grenobloises qui se répartissent chacune un jour de la semaine. Et le mot a été passé que le mardi, la soupe était meilleure parce qu'elle était préparée. Elle a été préparée par l'atelier d'Hakim, qui est ici, avec voilà. Bon, ça c'était pas évident, c'était un peu dur à voir parce que c'est là qu'on voilà la misère quand on la voit d'aussi près, ça fait toujours quelque chose. Mais bon, en tout cas, il y avait quelque chose de positif et de partage.
Et là, c'était hier un matin avec tous les membres de cet atelier. Ils sont 30 en général tous les mercredis. Là, il y en avait un peu moins parce que c'était le ramadan. Donc, il y avait pas mal il y a quand même des gens qui faisaient le ramadan, mais quand même qui ont cuisiné exprès pour moi. Alors, bon, je leur suis très reconnaissante. Donc voilà, c'est des cuisines pas professionnelles. Ils ont un autre endroit où c'est des cuisines professionnelles. Mais là, c'est vraiment plutôt pour créer du lien. Voilà, ça c'est Tendresse, qui vient du Gabon et qui est super. C'est la cuisinière, la pâtissière en chef, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est voilà, Un monde gourmand, c'est le nom du projet. Ils font des livres de recettes avec des histoires de vie, justement. Là, c'est Ben, par exemple. Il est là depuis plusieurs années. Et dans le dernier livre qu'ils ont édité, il y a la recette de Ben et son parcours de vie. Voilà, c'est Donald, qui est d'origine albanaise, qui est le second, en fait. Parce qu'ils se sont un peu comme dans une brigade, même si, en fait, là, c'est Soraya. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on s'organise socialement. Parce qu'une brigade de cuisine atelier, c'est très hiérarchisé. Hein. Il y a le chef exécutif quand c'est vraiment des grandes brigades. Il y a les seconds. Alors, selon la taille des restaurants, il y en a un ou deux. Après, il y a tous les commis, tous les chefs de poste, de rang, de poste. Il y a la même chose du côté des serveurs. Et là, dans l'atelier d'Hakim, en fait, c'était un peu à la bonne franquette, quoi. Chacun était responsable de sa recette parce qu'ils amenaient aussi les recettes. Et après, ils s'organisaient au jour le jour. Voilà, j'ai besoin de 3 personnes pour m'aider à faire des boulettes de viande qui ressemblent. Ça, c'était une sorte de kefta, mais albanais. C'était vraiment délicieux. Et ça se terminait par un grand buffet où tout le monde, voilà, comme à la fin d'Astérix, voilà, c'est un grand moment de partage. Donc voilà le genre de choses que je fais en direct. Et dans les deux cas, dans cette cuisine hyper organisée, brigade, et dans cette autre cuisine à Grenoble, comment êtes-vous accueillie en tant que dessinatrice ? Quelle place on a pu vous faire ? Alors ça, c'est un truc magique. Je le mets en scène un peu dans La vie gourmande. Hein. C'est que c'est pas comme si je débarquais avec une caméra ou un appareil photo. C'est le fait que j'arrive et que je les dessine, le contact est déjà beaucoup plus simple. Et ça permet de me faire accepter plus rapidement. Et là, par exemple, je le mets en scène dans les cuisines de Pierre Gagnard. Voilà. Je peux voir votre carnet, voilà, bien sûr. En plus, je vous ai dessiné. Puis après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire des remarques. Alors, en général, la remarque que j'ai le plus, c'est mon nez, il est trop gros. Voilà. Ou alors, tu pourrais pas me faire un peu moins de ventre. Comme ça. Donc, les gens sont susceptibles. Oui, mais c'est plutôt bon enfant. C'est pas vraiment une critique. C'est surtout, ça parle plus d'eux que de mon dessin, de leur complexe. Mais voilà, du coup j'aime bien parce que c'est une manière aussi de créer du lien immédiatement avec des inconnus et puis parce que moi les gens me passionnent, donc de tout de suite avoir leur confiance et qu'ils me parlent un peu de leur vie et voilà, ça m'enrichit tout ça. Mais c'est vrai que c'est un langage qui marche assez bien. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience de dessin du réel, mais j'ai eu la chance d'aller une fois en voyage en Indonésie et j'ai juste appris à dire dessiner. J'ai oublié. Et j'ai un peu dessiné les gens que je rencontrais dans un marché. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette à quel point ça pouvait rompre une barrière qui est celle de la langue, qui est celle du tourisme et de ne pas se rencontrer pour de vrai, d'avoir cette occasion de regarder la même chose. Et en fait, le dessin, ça fascine. Et pas que les enfants, ça fascine assez facilement les gens par cette apparition, en fait, cette chose en train de se faire qu'on a la chance de voir un petit peu ce soir. Je ne sais pas si vous avez envie de lancer un nouveau dessin ou si vous préférez passer dans une autre thématique du livre. On a dit qu'on s'organiserait un peu à la bonne franquette. Donc oui, voilà. Non, mais on peut continuer dans la deuxième thématique. Donc vous aviez le dessin d'observation comme une des sources, une des coulisses de la création, mais aussi des enquêtes que vous menez, des témoignages que vous recueillez auprès de personnes que vous rencontrez. Ce soin de vous documenter ou de prendre vraiment du matériel du réel pour travailler, est-ce que vous souhaitez nous en dire plus ?
Ben oui, j'ai commencé déjà à en parler là par rapport au fait que la vie la vie est la meilleure des scénaristes. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Après, moi j'aime bien, je me documente beaucoup, pour La vie gourmande, mais pour tous mes livres, parce que notamment pour les décors, parce que comme je me focalise plus sur les personnes, souvent je prends des photos, mais plus des décors, parce que voilà, on peut pas être au four et au moulin. Et après, voilà, quand par exemple j'ai dû restituer le restaurant de la Grenouillère, voilà, toutes ces images-là, j'ai beaucoup fait de recherches sur Internet. Mais voilà, c'est important pour moi, par exemple, la Grenouillère. Alors, c'est un ancien corps de ferme qui est au bord d'une rivière qui s'appelle la Canche. Donc, il fallait vraiment que ça soit... tout ça, tous ces petits détails, ça fait une saveur. Moi, j'aurais du mal si on me disait, voilà, dessine un restaurant au bord d'une rivière. Et là, j'ai vraiment... là, pour ça, Internet, c'est super. C'est pareil pour mon précédent livre, Comme un chef. Alors, mon scénariste avait été, donc Benoît Peeters, avait assisté au dernier repas du célèbre restaurant gastronomique en Catalogne, El Bulli. Donc, cuisine moléculaire, super grandiose. Et il m'avait donné quelques photos, mais moi, je n'y suis pas allée. Donc, mais heureusement qu'il y a Internet, parce que pas mal de gens photographient. Alors, il y a des gens qui disent que c'est pas bien parce que ça spectacularise la cuisine, ça nous fait sortir de l'instant. Mais pour des dessinatrices, c'est pratique que des gens photographient tout leur menu. Donc j'ai réussi à reconstituer le menu exact que Benoît Peeters a mangé il y a plusieurs années. Et avec la Grenouillère, c'était différent parce qu'en y allant, bon, c'est sûr que j'y allais pour fêter la fin de mon cancer, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, que ça parle de... j'ai eu un cancer du sein. Vous l'avez dit ou pas? J'ai dit cancer, j'ai pas dit cancer du sein. Ah oui, mais je pensais vous poser une question après. Oui, donc c'est bon, je suis guérie maintenant. Et je suis allée dans ce restaurant pour fêter pour fêter ma guérison. J'y suis allée avec Jeanne Chéral, mon amie. Et donc, j'y suis allée, alors dans le but de profiter de l'instant, évidemment, mais je me suis dit, bon, peut-être que je vais en faire une BD. Donc j'ai pris des photos, et surtout le lendemain, avec Jeanne, dans le train du retour, on a vraiment noté toutes nos impressions. Et ça, c'est le fruit de ces annotations. Exactement ce que vous avez lu tout à l'heure, mais elle l'a mise en image, comme ça vous l'avez en 2 fois. Voilà, c'était... Voilà, c'est le vin qui a fait réagir. Peut-être que vous le connaissiez. Voilà, le Morog. Donc, voilà. Et par rapport à cette traversée de maladie, sans entrer dans d'autres détails que ceux qui sont racontés dans le livre, il y a aussi toute une réflexion sur quelle est l'expérience du corps. On voit ici des expériences heureuses qui sont l'expérience de savourer la vie, de savourer des bons goûts, de savourer des expériences sensorielles heureuses. Mais ce temps de maladie contraste très fortement. Alors vous avez une manière de la raconter, cette maladie, qui est très franche et qui fait la part belle aux amitiés, aux rencontres et au soutien. Et là aussi, ça traverse le livre, à quel point se mettre autour d'une table ensemble ou se mettre autour d'une maladie ensemble, on est plus fort. Ah oui, bien sûr. Et on est capable de l'affronter. Et ça donne une sensation de beaucoup de courage de lire ce passage. Là, ça y est, je vous montre tout ce qui est... En fait, La vie gourmande est construite en 3 actes. Le premier, c'est Gagnère. Le deuxième, c'est le cancer. Et le troisième, c'est la Grenouillère. Ça rime en plus. Donc, il y a une grosse partie qui est consacrée à... Alors là, c'est pareil, je me suis vraiment documentée. J'ai voulu que ce soit les machines exactes. Là, c'est ma biologue. Je lui ai montré les images. Elle était impressionnée mais c'est parce que j'avais travaillé d'après mes propres échographies. Mais effectivement, en fait, malheureusement, le cancer du sein, alors moi, je l'ai eu, j'avais 38 ans. Donc et c'est de plus en plus fréquent que des jeunes femmes aient des cancers très agressifs. En fait, j'avais qu'une chance sur 2 de guérir. Enfin, voilà.
Donc c'est comme si on jouait à pile ou face. Et effectivement, c'était un cancer donc triple négatif. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais effectivement, c'était très dur. Et je dis ça que c'est une épidémie parce que je peux vous citer 4 BD sur le cancer du sein, faits par des jeunes femmes. Donc, dont notamment La guerre des tétons de Lily Swan. Mais il y a plein. Et en fait, moi, ce que je voulais pas, comme ça avait déjà été dit, enfin, tous les traitements, les effets secondaires, je voulais parler de mon cancer du sein sous un angle culinaire. Parce qu'à la base, en fait, La vie gourmande, ça devait être, dans la continuité de Comme un chef, un livre culinaire. Après, j'ai eu ce cancer, et finalement, l'idée d'origine est restée. Et surtout parce que dans les effets secondaires auxquels je n'avais pas été préparée, c'est qu'une des chimios que j'ai eues, ça a modifié mon goût. Et donc je me réveillais tous les matins avec un arrière-goût un peu métallique dans la bouche, et qui avait des conséquences sur tout ce que je mangeais, évidemment. Et donc j'ai tenu un carnet de bord, j'ai noté jour après jour les modifications de mon goût. Voilà, ça c'est la partie qui illustre ce moment-là. Parce qu'effectivement, le goût, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui constitue votre identité. Quand il y a eu le Covid, enfin, on est toujours dedans, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu le goût et l'odorat, et qui disaient à quel point ils étaient déboussolés, et je les comprends tout à fait, parce que les choses qu'on aimait, on ne les aime plus, les choses qu'on n'aimait pas, on se jette dessus, et donc voilà. Et je voulais parler aussi de la nourriture. Oui, c'est Annie Ernaux qui m'a donné l'idée. Bon, je fais un peu de name dropping, désolée, mais je corresponds avec elle depuis une quinzaine d'années, et c'est elle qui m'a donné l'idée de tenir un journal, parce qu'elle-même, elle a eu un cancer du sein, très agressif aussi, dont elle est sortie, dont elle a fait un magnifique livre qui s'appelle L'usage de la photo, avec son compagnon de l'époque, Marc Marie, et donc qui est décédé récemment, malheureusement. Et donc tout ça, c'est pour dire que mais moi j'ai fait mon livre sur j'ai tenu mon journal, mais avec en me focalisant sur la nourriture. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi parce que la nourriture, oui, ça faisait partie des petits plaisirs. Le soir, quand je rentrais de la chimio, j'étais crevée, et c'était le plaisir le plus immédiat, accessible. Et c'est vrai, quoi. Enfin, il faut, pour moi, c'est vraiment curatif. Voilà. Même maintenant que je suis complètement guérie, sans entrer dans, sans entrer dans trop d'excès, mais ça me réconforte bien quand même, la nourriture. Voilà. Merci. Je reviens sur une page que vous avez passée rapidement, qui pourrait être un point de conclusion, en tout cas pour amorcer cette conclusion. Il y a juste une ligne qui traverse la page, et vous dites « Ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais le monde de Pierre Gagnère m'a ramenée à la maison. Je savais ce que je mangeais, qui me l'avait préparé, et comment, avec amour. » Donc je crois que c'est au milieu du livre. Je cherchais les numéros de page, mais il n'y en a pas. On est vraiment dans un point central du livre, enfin non, un premier tiers, c'est pas vrai, où vous donnez cette conclusion de, en fait, à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert de le raconter, à quoi ça sert d'en être conscient, à quoi ça sert de partager tous ces plats, qu'ils soient tout simples, peu chers, ou qu'ils soient du plus haut niveau de la gastronomie française. C'est cet amour et ce plaisir de partager qui réunit vraiment le fil rouge du livre, et c'est ça qui le rend très, très, très agréable et très beau à lire. Je ne sais pas si merci, vous voulez ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est l'amour qui est au sens large, l'amour de la vie, tout simplement. Merci pour ces pages, merci pour ces dessins. On a un petit temps de questions si vous le souhaitez, et on peut vous passer un micro dans la salle si vous avez des questions, des remarques pour Aurélia Aurita, si vous voulez revoir quelque chose. Après, on peut aussi échanger d'une manière plus informelle à la dédicace, parce que je sais que ça peut être impressionnant des fois de parler en public, mais je suis disponible, voilà. Merci beaucoup. Alors,
discussion informelle à la dédicace, à la librairie qui se trouve juste au-dessus. Et puis le festival propose aussi un petit bar, donc on peut peut-être boire un verre ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous.